Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment dessiner très facilement le rachis cervical en vue latérale. Donc c'est une vue qui va vous servir énormément pour un grand nombre de questions d'anatomie, à commencer en angiologie par justement l'anatomie des artères carotides par exemple, ou encore de l'artère vertébrale. Donc, comme d'habitude, vous trouverez les illustrations de la vidéo sous format PDF en téléchargement via un lien qui est dans la description de la vidéo. Il vous suffit de vous abonner à la newsletter et vous recevrez le PDF qui contient donc les illustrations de la vidéo autour donc de l'anatomie, on va dire du rachis cervical. Donc, c'est parti, on va voir ça et on va commencer par poser quelques traits de construction. Donc on commence par représenter ici 3 lignes courbes à concavité sur ma gauche. Hop, comme ceci. Enfin 4 lignes du coup, excusez-moi. Il faut représenter 4 lignes. Et du coup ça donne 3 bandes comme ceci. J'oriente tout de suite le schéma. Donc à ma droite, c'est ventral et au-dessus, bien sûr, c'est cranial. Et donc là, vous devinez tout de suite qu'on va avoir on fait apparaître déjà la lordose cervicale. Ensuite, on va tracer des traits qui rayonnent depuis un centre qui serait situé à ma gauche et qui vont permettre de délimiter chaque vertèbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va tout de suite ici représenter au moins les deux, la première et la deuxième vertèbre thoracique, T1 et T2. Donc la charnière cervico-thoracique, pour nous permettre de rajouter ensuite les côtes et présenter l'orifice supérieur du thorax et voir justement le passage des différents axes vasculaires et viscéraux notamment au niveau, entre le thorax et le cou. Et de la même façon ici, on verra, on représentera quelques traits qui représenteront le crâne. Donc une fois que ces traits de construction ont été placés, et bien ici cette ligne-là, cette bande-là à ma droite va être la bande des corps vertébraux. La bande ici du milieu va être la bande des massifs articulaires, des articulations zygapophysaires, et à ma gauche, on aura la bande des processus épineux. Donc, on va commencer, je vous conseille de commencer par la colonne du milieu, avec donc les massifs articulaires, et de commencer au niveau de C3. Donc ici, on est en regard de C3. Donc, je vais placer C4 ici, parce que ce sera un repère important. Et je vais commencer tout de suite par représenter les différents massifs. Alors vu que c'est des articulations, des diarthroses, je peux représenter ici le cartilage hyalin qui les recouvre, qui recouvre les surfaces articulaires. Donc effectivement, on est sur des arthrodies, donc des articulations à surface plane. Ici comme ceci, qui s'inclinent au fur et à mesure que l'on descend, se verticalisent progressivement. Voilà. Et on peut représenter, donc là on est sur T1 ici, et T2, on va placer, comme je vous l'ai dit, les côtes, des deux, au moins la première et une partie de la deuxième côte, pour figurer donc l'orifice supérieur du thorax. Ensuite, une fois que vous avez placé différents traits de construction, pour l'instant C1 et C2, on ne détaille pas trop, puisque c'est des vertèbres, comme vous le savez, avec des caractères propres, et donc ça nécessitera un dessin différent. Donc ensuite, ce que vous allez faire, très simplement, donc vous partez ici de l'avant de la colonne des articulaires, et vous allez tracer un petit B minuscule, comme ceci, qui va représenter ici, vous vous en doutez très certainement, le foramen transversaire. Hop, comme ceci. Et donc bien sûr, ensuite, on n'a plus de foramen transversaire à partir de T1. Une fois que c'est fait, eh bien, on va représenter
ici une petite échancrure qui représente le pédicule de la vertèbre, en avant de laquelle on va retrouver le processus inciné, et ensuite donc la partie antérieure de la vertèbre. Donc là, on est sur ces trois. Eh bien, on reproduit la même chose ici. Donc on aura le processus inciné ici, et comme ceci, ensuite, le sommet du plateau, enfin la partie avant du plateau supérieur de corps vertébral de C4. Ici, la même chose, comme ceci, et on reproduit jusqu'à T1, puisque T1 présente elle aussi des caractères propres et du coup des caractères donc, qui sont associés au rachis cervical. Et donc effectivement T1 présente des processus incinés. Voilà. Comme ceci. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien on peut donner un peu de volume au processus transversaire de notre vertèbre. Donc voilà, très simple. Hein. Et il faut bien sûr faire apparaître les tubercules antérieurs et postérieurs de la vertèbre, enfin de la transverse, parce que justement ce sont des repères osseux importants et aussi des insertions osseuses importantes. Donc ici, au niveau de C6, on a quelque chose de plus volumineux, un tubercule antérieur plus volumineux, on appelle le tubercule de Chassaignac. Hop, comme ceci. Et donc ensuite, vous pouvez mettre le mur antérieur du corps vertébral de la vertèbre cervicale en question, comme ceci. Voilà, et éventuellement, vous pouvez figurer en bleu ici le disque intervertébral, comme ceci. Voilà. Bien sûr, on peut compléter un peu fermé ici les trous de conjugaison ici. Hop, comme ceci. Et on peut commencer par placer éventuellement, bon, avant de faire C1 et C2, voilà, on peut finir ici les vertèbres qu'on a déjà dessinées, comme ceci. Donc il nous reste à placer maintenant les transverses, qui sont courtes, hein, vous vous rappelez, courtes et dites bifides, hein, c'est qu'elles se divisent à leur extrémité postérieure, comme ceci, et progressivement, plus on se rapproche des thoraciques, plus justement on commence à avoir des épineuses qui ressemblent à des épineuses thoraciques, et donc avec notamment l'épineuse de C7, qui est d'ailleurs normalement un peu plus orientée vers le bas. Donc on corrige ça tout de suite. Hop, voilà. Comme ceci. Hop là, actuellement. On peut placer également T1. Alors T1, ça va être particulier parce que comme on l'a déjà dit, il va y avoir l'insertion ici de la facette costo-vertébrale, ici, et bien sûr ici, on peut le représenter pour que, voilà, petit rappel sur l'articulation costo-vertébrale, hein, elle se fait en un point, on va dire, au niveau à cheval entre le pédicule et le corps vertébral, et aussi donc une autre articulation se situe à la face antérieure de la transverse du même côté, voilà, comme ceci, et ensuite voilà.
les vertèbres, enfin les processus transverses, donc de C7 et T1, qui sont très proéminents et qui représentent donc un repère palpatoire important de la région cervico-thoracique. Tac, comme ceci. Et ensuite, voilà, on arrive sur T2. Et donc, on a des disques intervertébraux, voilà, dont on aperçoit toute la longueur ici. Donc, maintenant, passons à Axis. On peut commencer éventuellement par le corps d'Axis, que je vais représenter dans le détail ici. Donc, qui est vraiment une vertèbre à cheval entre la vertèbre cervicale type et du coup une vertèbre qui a des particularités très importantes. Voilà. Et qui a notamment un processus épineux vraiment très volumineux et qui là aussi sert de repère palpatoire important dans la région, cette fois-ci cervico-occipitale. Donc là on a représenté l'apophyse odontoïde et du coup avec les deux surfaces articulaires, donc antérieure et postérieure, et on va terminer notre représentation de la vertèbre axis par le processus transverse du côté droit, ici dans le prolongement des autres, dans l'enfilade par lequel vont passer les vaisseaux et les nerfs vertébraux. Et enfin, du coup, alors ce que j'ai oublié, pardon, excusez-moi, oubli de taille, voilà, les surfaces articulaires de part et d'autre de l'apophyse odontoïde sur le corps de ces deux qui vont s'articuler avec, je vous le donne en mille, les masses latérales, ici, de C1, dont on aperçoit ici donc la petite protubérance qui correspond à l'arc antérieur de la vertèbre, et en arrière du coup on aura, alors, pareil, représentons une échancrure qui va permettre le passage de l'artère vertébrale ici, voilà, comme ceci, et ensuite donc ce qu'on a représenté ici, voilà, on ne le voit plus évidemment. Donc je l'efface, c'était juste pour bien vous montrer la situation de l'apophyse odontoïde, située entre les deux masses latérales de Atlas, pardon, excusez-moi. Et enfin, du coup, on représente le processus transverse de Atlas C1. Voilà. Une petite gouttière ici, petite empreinte laissée par les vaisseaux vertébraux au contact de l'os. Et aussi on a le passage, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais cela va de soi, on a le passage des nerfs, des paires rachidiennes, donc première, deuxième, troisième, etc. Donc pareil, vous pouvez vous amuser, si vous voulez donner un peu plus de détails à votre schéma, vous pouvez rajouter ici les petites gouttières qui vont du trou de conjugaison au foramen transversaire. Donc ensuite, ce qu'on peut placer sur ce schéma-là, ce qui va être utile dans un grand nombre de questions d'anatomie. Pour certaines questions d'anatomie, vous n'êtes pas obligé de détailler plus que ça. Vous pouvez même vous arrêter éventuellement à C3 et c'est suffisant. Mais dans certains cas, effectivement, on va devoir représenter ici des éléments du crâne plus importants, à commencer ici par le processus mastoïde. Donc là, comme je vous l'ai dit sur ce schéma-là, on ne va pas rentrer plus dans le détail. On vient juste placer donc le processus mastoïde ici, qui vient cacher en partie la première cervicale et qui donne insertion à de puissants muscles, notamment le sternocléido-mastoïdien. En avant de la mastoïde ici, on va retrouver, donc là je vais faire exprès, et je vous conseille de faire le même, de prendre de l'espace entre justement la processus mastoïde et la branche verticale de la mandibule. Voilà, parce qu'il y a énormément d'éléments qui vont se retrouver effectivement dans la zone et justement si vous voulez les représenter facilement sur une feuille ou au tableau, il faut impérativement vous arranger, on va dire, avec la réalité
anatomique, voilà, pour permettre de représenter un plus grand nombre de choses. Donc là, ici, on a représenté le processus styloïde. Et ensuite, donc, je représente la branche verticale montante de la mandibule. Et bien sûr, on fait en sorte de ne pas dépasser une ligne passant entre C2 et C3 pour la mandibule. Voilà. Et repère utile, c'est que vous prenez la branche horizontale de la mandibule, vous prenez la moitié et vous tracez un trait ici qui va symboliser à peu près, à peu de choses près, l'orifice thoracique. Alors là, effectivement, mon trait est beaucoup trop éloigné, donc ça va faire quelque chose de beaucoup trop grand. Mais effectivement, avec une mandibule un peu plus petite, eh bien, c'est possible, voilà, d'avoir un trait de construction assez réaliste pour effectivement savoir où placer le sternum, le manubrium sternal. Donc là, c'est un petit peu excessif, donc j'ajuste. Je vais donc placer ici la première côte. Voilà, donc la tête, le col, la tubérosité postérieure et ensuite le corps de la côte, comme ceci. Voilà. Et ensuite, voilà, on va représenter donc nettement plus en arrière que le fameux trait de construction. Donc, c'était pas un bon exemple sur mon schéma. Voilà. Et donc, on représente ici la fourchette sternale et le manubrium sternal. Bien sûr, ici, c'est la surface articulaire sternoclaviculaire, sterno-costoclaviculaire. On peut représenter pareillement une surface articulaire sur le cartilage chondrocostal de la première côte. Et ici, voilà, on peut figurer le fait qu'ici, on est sur un cartilage chondrocostal. Et donc, je l'ai dit, ici, on est au niveau de T2. Voilà, et on a effectivement la deuxième côte qui va s'insérer ici. Je ne vais pas le représenter ici, c'est pas utile pour le schéma puisqu'on va pas pouvoir la placer de toute façon. Hop. Voilà, on peut en revanche placer le tubercule de l'isfranc, le tubercule du scalène antérieur qui va constituer un repère très important de la région. On peut maintenant, une fois qu'on a placé ces différents éléments, on peut venir placer l'osioïde tout d'abord, qui va pareil être un élément important de la région, et donc essayer de mettre la grande corne de l'osioïde dans le prolongement de la styloïde. Alors bien souvent sur beaucoup de schémas, et on le voit sur le vivant, en fait le muscle donc, qui va être le styloïdien va passer quasiment sous le gognon. Hein. Donc effectivement c'est assez dur à représenter. Donc là encore une fois, on s'arrange avec la réalité anatomique pour rendre la chose schématique et nettement plus complète d'un point de vue informatif, et beaucoup plus clair. Hein. Donc voilà, petit arrangement avec la réalité anatomique donc, et c'est d'ailleurs pour ça certainement, puisque j'ai un peu avancé la mandibule, donc le sujet ici est certainement prognate, mais c'est surtout que j'ai fait exprès de bien espacer l'espace du coup de la loge parotidienne ici, pour justement mettre plus facilement plus d'éléments. Et donc c'est pour ça que certainement mon repère anatomique dont je vous ai parlé tombe à l'eau puisque la mandibule est un peu trop antérieure. Donc osioïde ici, donc en regard de C3, en dessous duquel on va retrouver le cartilage thyroïde, assez imposant. Hop, donc pas hésiter à le faire descendre bien au niveau de C5 environ. Hop, voilà, comme ceci. Et en dessous, on va retrouver le cartilage, comme ceci, cricoïde. Hein, en dessous duquel, on va retrouver
On place ensuite ici la partie postérieure de la trachée cervicale. Voilà. Et voilà. Pour l'axe viscéral du cou, il faudrait rajouter le pharynx et d'autres éléments et l'ésophage. Mais justement, on va s'arrêter là. On peut placer au moins les membranes du larynx. Donc membrane entre l'os hyoïde et l'os thyroïde et le cartilage thyroïde, et membrane entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. Et du coup, ensuite, en fonction de la question que vous allez traiter, vous allez pouvoir rajouter des éléments divers et variés sur cette vue. Donc par exemple, les scalènes antérieurs, moyens et postérieurs. Vous pouvez rajouter au niveau de l'orifice supérieur du thorax, et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos associées à cette vue, c'est voir l'anatomie de l'artère carotide primitive et de ces deux branches, la carotide externe et la carotide interne. C'est sur ce genre de vue-là qu'on peut les placer assez facilement. Pareil, ensuite, on peut placer les muscles sus et infra-hyoïdiens, le pharynx en vue latérale, les vaisseaux et nerfs vertébraux. Donc en fait, en fonction de ce que vous allez chercher à traiter ou présenter en anatomie, cette vue va être très polyvalente et vous allez pouvoir ajouter ou vous abstenir de placer certains éléments pour effectivement garder une certaine clarté dans vos explications. Voilà, je clôture la vidéo par ces mots, et du coup je vous rappelle que si vous apprenez l'anatomie dans le cadre d'un cursus médical ou paramédical et que vous avez vraiment besoin d'améliorer votre méthode de travail en lien du coup avec l'anatomie, mais aussi la physiologie et la pathologie, sachez donc que j'ai créé des mini-formations pour vous aider à améliorer votre méthode de travail. Ce sont des formations gratuites évidemment, et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Il vous suffit de vous inscrire à la newsletter et vous recevrez donc le lien des formations en question. Donc si vous êtes intéressé, c'est très simple, ça se passe dans la description de la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt donc pour la vidéo sur l'anatomie de l'artère carotide primitive, et je vous dis donc à très bientôt. Allez, ciao!